Yeah, Tu vois ça? I'm saying, yeah. C'est mon target, je vais payer un jet. Tu avais un boulot. J'avais une idée bloquée au niveau des Jossi. Comment tu Jossi, ça fait boulot. Ou bien? Ça veut dire que j'avais le petit boulot. Je ne voulais pas faire ça. 26 millions de personnes aux États-Unis sont millionnaires. On a 750 millionnaires. C'est-à-dire milliardaires. Il y a 650 aux États-Unis. Je dis, mais eux là, ils sont comment? Il y a les Brothers, il y a everybody. On montre que 14 personnes elles vont dans la chaîne. Zéro Africain dans la chaîne de Clothing Deal. Salut et bienvenue dans le podcast de la communauté. Ici, on parle de mindset, on discute d'idées, on aborde des thématiques qui aident la communauté à mieux s'épanouir. Nous partageons avec nos invités leurs différentes expériences et les perspectives qu'ils ont aujourd'hui comparées à ce qu'ils imaginaient avant de venir dans le pays de l'oncle Sam. C'est parti. Alors bonjour Paul, comment tu vas? Oui, ça va, merci de m'avoir. Et toi? Ça va très bien, et chez toi? Oui, ça va super. Ok. Alors, j'aimerais que tu fasses une petite présentation de toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors, mon nom c'est Paul Loubao. Je suis de la Côte d'Ivoire. Je réside aux États-Unis depuis 8 ans maintenant. Environ 8 ans, oui. Je suis à Dallas, Texas. Comment dire? Je suis arrivé ici sans comprendre l'anglais, sans parler l'anglais. J'ai appris l'anglais. J'ai fait les classes ici. Je suis allé à l'école, j'ai eu mon MBA. J'ai commencé au Oklahoma City et après ça j'ai move, comment on dit ça, j'ai changé de ville. Je suis arrivé à Dallas, donc je suis à Dallas depuis plus de 5 ans ici. Je suis real estate investor et puis en même temps je suis un real estate coach. Voilà. Ok. Alors, par quoi tu as commencé ton parcours entrepreneurial? Alors, j'ai commencé. La vie s'est imposée à moi, je vais dire. C'est-à-dire que quand je suis arrivé aux États-Unis, ici, je suis venu pour être stockbroker. C'est la raison pour laquelle j'ai quitté la Côte d'Ivoire. Je dis, il faut que je devienne stockbroker et trader, comme on dit dans le langage ivoirien. Et la place pour moi dans ma tête, c'était les États-Unis. C'était le market ici qu'il fallait être pour être trader. Donc, quand j'arrive ici, mon objectif, c'est d'aller à l'école. Donc, je suis arrivé avec un visa étudiant. Mais dans l'optique de travailler dans une hedge fund pour ouvrir la mienne. Ok. Donc, quand j'arrive ici, déjà, je dis je vais être entrepreneur. Mais je dois apprendre le métier. Donc, je me dis, OK, je vais faire l'école. Je vais travailler dans une hedge fund pendant 2-3 ans. Et après, moi-même, ouvrir ma propre compagnie. Ok. Voilà. Sur les hedge funds, tu avais déjà entendu parler de ça depuis l'Afrique ou bien c'est ici quand tu es venu que tu as entendu parler des hedge funds? Non. Non, les hedge funds, le mot s'est familiarisé avec moi ici. Mais j'avais une idée déjà de ce que c'était. Mais je n'avais pas le mot exact. Mais je savais que c'était des compagnies où les gens faisaient des trading, où les gens faisaient des trucs. Et voilà. Donc, c'est ici que j'ai appris que, OK, on appelle ça hedge funds. OK. Private equity firm. J'ai appris ça ici, en fait. OK. Voilà. So, comment tu es arrivé à briser la barrière de la langue? Surtout toi qui viens de la Côte d'Ivoire, tu as dit, c'est le français on parle, tu vois. Comment tu es arrivé à briser la barrière de la langue? Comment tu as géré ça? Je dirais que j'avais pas de choix. Okay. Mon rêve était tellement grand, venir aux États-Unis pour devenir trader, comme je voyais dans les films à Wall Street, you know, le loup de Wall Street, on a tous regardé ça, of course, yeah. Donc la langue, ça faisait partie de la journey, en fait. J'ai dit qu'il fallait que j'apprenne la langue no matter what. Je ne me voyais pas me retrouver à Wall Street ou dans une institution financière sans parler l'anglais. Donc, of course, yeah. J'ai appris la langue, je me suis forcé. Mes amis m'ont aidé. Ceux qui m'ont intégré ici m'ont beaucoup aidé. Ils m'ont dit, OK, comme tu aimes les femmes, va draguer les filles. Ça va te permettre de pouvoir chercher, de parler mieux. Non, oui, parce que mine de rien, ça aide. Hein. On va pas se cacher ça, quoi. Ça aide. Ah ouais, parce que tu dois te donner à fond, quoi. Dès les premiers jours, je suis allé sur les chats d'application, là. En ligne, j'ai envoyé les messages aux filles, là. Quand elles me répondent, je vais sur Google Translate, je translate en français. Ça me dit ce qu'en anglais, je reviens, je copie. Bon, c'est comme ça. Et puis, quand on se croisait avec les filles, les premiers mois, je me forçais à parler. Tu es jolie, tu es comme ça, c'est quoi, on va manger. J'ai appris les mots date, beautiful. Exactly, yeah. Voilà. Et en même temps, je faisais les cours d'anglais à l'école. Donc, la combinaison des deux m'ont permis de pouvoir apprendre vite l'anglais, oui. Donc, ça veut dire que tu es allé à l'école et à côté, tu faisais aussi tes recherches pour maîtriser la langue anglaise, en fait. Oui. C'est-à-dire que je partais faire les cours d'anglais tous les matins de 9h à 13h, du lundi au vendredi. Et l'après-midi, je n'avais rien à faire. Donc, il fallait que je pratique.
Donc, la seule manière pour moi de pratiquer, c'était de regarder YouTube, les vidéos, mais aussi parler avec des Américains. Comme je n'avais pas encore Bien d'amis sûr. américains, les filles étaient mes premiers canaux. Voilà. Donc, en fait, en moins de 4-5 mois, je n'ai pas dit que je maîtrisais l'anglais, mais je pouvais avoir une conversation de plus d'1 heure avec n'importe en 4-5 mois, tu arrivais déjà à maîtriser. Donc, c'est-à-dire que tu étais déjà enragé, en fait. Tu étais déjà engagé. Tu voulais le truc. J'étais en mission. Et je suis toujours. Ça, c'est le langage là. Je connais ce langage là. Je connais ce langage là. J'étais en mission, je suis toujours. Donc, voilà. Ok, alright. Et avant de faire ce que tu fais aujourd'hui, tu avais un boulot, comment est-ce que tu gérais les factures, les bills, comment est-ce que tu gérais, qui t'a accueilli quand tu es venu, comment ça s'est passé? Peut-être début brièvement. Alors, c'était très difficile. Parce que j'ai eu la chance, j'ai été intégré par mon ami Kevin, que je salue au passage, et Yves-Antoine. Je suis arrivé dans leur maison. Donc, je suis arrivé, on a squatté dans le même appartement. Ça commence comme ça, on sait, ça commence comme ça. Ouais, bien sûr. Donc, voilà, ils m'ont aidé au début, ils m'ont vraiment aidé dans les factures et tout, le temps que je get on my feet, le temps que je me retrouve. Okay. Donc, voilà quoi, puisque quand tu viens avec le visa étudiant, tu dois faire l'anglais, avoir le TOEFL. Absolument, yeah. Tu peux travailler, tu peux travailler sur l'université. Et peut-être on en parlera plus dans le podcast, mais j'avais une idée bloquée au niveau des Jossi, comme on dit dans notre langage, des petits boulots. Jossi, ça fait boulot. Ou bien, si je comprends bien, ok. Ça veut dire le petit boulot. Ok. Voilà, j'avais une idée arrêtée de ça, je ne voulais pas faire ça. Ok. Pas par orgueil, mais je sais pas, je voulais le faire seulement si c'était nécessaire. Je me suis dit, je suis venu pour être stockbroker, je veux pas me dévier de ça. Si je peux manger, dormir, tout ce qui m'intéresse, c'est comment maîtriser la langue et puis study, et puis étudier. Ok. Voilà. Donc, c'était ça. Et tu n'as pas eu à faire de trois petits boulots, quand même plus ou moins pas mal, je vais dire. Tu n'as pas eu à faire ça, tu n'as pas eu à faire ce genre de choses, hein? Je l'ai fait, mais après. Ok. C'est-à-dire que après, à quel niveau? Pendant mon cursus scolaire, mon cursus scolaire, mon école était payée, je vivais sur des petits fonds, je faisais des petits trucs à gauche à droite, mais c'était pas en tant que des petits boulots, c'était tutoring. J'ai créé le French Club d'Oklahoma. Je suis allé créer le French Club d'Oklahoma pour attirer les Français, les Américains qui apprennent la langue française, et je les enseignais le français. Et je chargeais 20 heures. Tu as vraiment été stratégique, c'est-à-dire tu as créé un club pour apprendre le français à ceux qui ne comprennent pas français pour pouvoir gagner de l'argent. Voilà, c'est ce que j'ai fait au début. Voilà. Donc, ça ne payait pas entièrement les billes, mais c'était quelque chose qui me permet d'avoir avec des connexions. Je rencontrais maintenant beaucoup plus de personnes, beaucoup plus d'Américains que je rencontrais, beaucoup plus de Français. Et aussi, bien sûr. ça me donnait pas mal d'argent. Et quand j'ai fini maintenant mon MBA, maintenant je dois commencer à travailler. Bien sûr. La période où je ne trouve pas de boulot, c'est là maintenant que je fais delivery food. C'est là que je vais livrer la nourriture. Ok. Et tu as fait ça avec quelle compagnie? DoorDash. Ok. Ouais, quand même, hein, on ne fait pas de pub ici, mais c'est quand même quelque chose de pas mal quand même. Avec ou sans nous, ils vont gagner. Non, bien sûr, avec toi ou sans toi, ouais, c'est comme ça. Le mindset ici, c'est autre chose, quoi, tu vois. Voilà. Et comment la transition s'est faite entre ce que tu as dit que le DoorDash et tout ça et ton nouveau boulot actuellement? Dis-moi, tu es passé tout de suite à real estate agents, ou bien tu es passé par autre chose d'abord? D'accord. Bon, d'abord, dès que j'ai mon MBA à Oklahoma, je sais que la ville est trop petite pour moi. Je sais que c'était un stade de transition. Pourquoi trop petite pour toi? C'est quoi? C'est pas, pourquoi? Oui, parce que, je veux dire, quand tu viens pour être stockbroker, tu ne restes pas au Oklahoma. Tu vas soit à New York, soit à Boston, soit à Washington, dans les villes de finance. Donc, je savais que j'allais pas rester au Oklahoma. Tu vois? Donc, je me suis dit, Oklahoma, c'est trop petit pour ce que je veux faire. Tu avais déjà une vision très claire de ce que tu voulais. Exactement. Voilà. Donc, je savais que c'était une ville de tremplin, mais dès que j'ai eu mon MBA, j'ai gradué, j'ai dit, OK, là, j'ai mon work permit. Allez, maintenant, je peux aller où je veux maintenant. Donc, là, je décide maintenant de partir dans la ville la plus proche qui est Dallas pour tester le water. Donc, j'arrive à Dallas et je commence à appliquer pour les jobs. Et je suis tellement focus que j'applique seulement hedge fund investment banking, not more.
Ok. Tu vois, j'applique seulement dans 2-3 compagnies, dans 2-3 industries. Parce que c'est pour ça que je suis venu. Et au bout de 1 mois, 2 mois, je n'arrive pas à avoir du travail. Donc, tu connais, donc là, maintenant, j'ai élargi à tout. Donc, tout ce qui vient, j'applique parce qu'il faut que maintenant, je paye mes billes. Et ça prend toujours du temps. Et là, maintenant, je décide de rentrer dans Delivery Food. Mais, il y a quelque chose qui est très important. Quand je faisais les Delivery Food, je savais que ce n'était pas ma place. Ouais. C'était comme, je sais pas, quand je roulais ici à Dallas et je voyais les buildings, je dis, regarde. Mais qu'est-ce que je fais à rouler? Qu'est-ce que je fais à rouler une voiture? Ils ne sont pas plus intelligents que moi. On a les mêmes capacités, on a fait l'école ensemble, j'ai un diplôme américain. Je t'ai dit que c'était une honte, et puis c'était une... Je sais pas comment j'expliquais ça, mais c'était... J'arrivais pas. J'ai fait 2 mois seulement. Pour moi, c'est inconcevable. Oui, c'est inconcevable, bien sûr. Littéralement, ça te rend malade, quoi. On est malade dans le plus grand pays du monde. Et ça, je donne les chiffres rapidement. On a 26 millions de millionnaires aux États-Unis. 26 millions de personnes aux États-Unis sont millionnaires. On a 750 billionnaires. C'est-à-dire milliardaires. 750 aux États-Unis. Je dis, mais eux là, ils sont comment? Ils n'ont pas de tête. Ils n'ont pas de tête. Non, c'est ça. Je suis d'accord. Mais je me suis jamais vu faire ça. Et donc, c'est ça qui m'a poussé. J'ai dit, bon, ok, whatever it take now, je vais le faire. I'm going in. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai été encore stratégique. J'ai commencé à network ici à Dallas. Ok. Quand je faisais mes delivery le soir à 18h, je partais dans les networks, je partais dans les événements, je rencontrais des personnes. Et, comme tu le sais, quand tu pousses les portes, une porte s'ouvre, tu tombes sur quelqu'un qui m'a conseillé, m'a dit, hey, va apprendre comment vendre. Ok. Il m'a dit, forget about everything about job 9 to 5. The dream that you had in Africa, everything that you were thinking about in Africa is not true. You need to work for yourself, you need to learn how to stay, you need to learn how to promote. Donc, j'ai dit, quoi, sales? Vendre. Moi, je suis pas venu faire ça, et tout. Mais il m'a dit, va, tu vas pas regretter. Donc, je deviens vendeur d'assurance. Je vends life insurance. C'est ça mon premier métier aux États-Unis. Ok, je vois, oui. Donc, là, il n'y a pas de requirement. Là, tu viens, apprends comment on vend et tu commences à vendre. Voilà, ça n'a rien à voir le diplôme. Donc là, je pense que c'est le tournant, en fait. Ok. Donc, et ton boulot dans life insurance, c'était facile, c'était pas facile. Comment est-ce que tu as su gérer ça? Parce que tu faisais une transition, en fait. Comment tu as su gérer ça? C'était difficile. Puisque, surtout les premiers temps, en fait. Oui, comme j'ai dit au début, je faisais delivery food, donc il fallait maintenant transiter dans self, right? Donc, bien sûr. Je gagnais peut-être $1000 maximum, donc je payais mon loyer. Je suis allé prendre à Arlington ici une petite chambre d'étudiant que je payais $500 par mois, y compris mon courant, internet, tout. Donc j'ai payé le premier mois et puis il me restait $200 dans ma poche. Pour le mois. Pour le mois. $200 pour le mois. Et maintenant, j'avais des clients en face de moi qui devaient vendre pour gagner de l'argent. Ah, mais là, tu vends où? Tu es déchaîné, quoi. C'est ce que j'ai appelé sell to survive. Je vais vendre. Parce que si je ne vendais pas, je repartais à la delivery food qui me rendait malade. Qui me rendait fou. J'avais commencé à faire, je dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Donc, il faut que ça marche. Donc, je me suis forcé à parler lentement, à mieux articuler, à mieux communiquer, à understand pourquoi why people buy, pourquoi quelqu'un passe ou pas. Je me suis forcé à le faire et c'était difficile au début. J'ai fait 1 vente, 2 ventes, c'était difficile, mais après, je me suis retrouvé le numéro 1 de la compagnie en termes de vente. Voilà. Ah bon. Tu as mis le challenge, c'est-à-dire je veux devenir le numéro 1 ou bien c'est parce que les gens chez toi n'étaient pas aussi motivés que ça? Je pense que quand je suis arrivé, c'était plus pour gagner de l'argent au début. Les premiers mois. Au bout de 3 mois, mon esprit compétiteur s'est élevé. J'ai dit, ok, je suis dans cette industrie-là. Les Blancs ici, ceux qui sont ici, ou bien les Américains qui sont là, ils performent mieux que moi. Ils font 20 000, 30 000 dollars par mois. Moi, je me suis à 3 000, 4 000. Je vais leur prouver wrong. Je vais leur montrer que moi, je peux les dépasser. Donc, l'esprit compétiteur s'est réveillé en moi. Tu avais déjà ça, en fait. Tu avais déjà cet esprit-là. J'avais déjà ça. Ça, c'est depuis l'Afrique, depuis quand tu étais jeune, mais c'est comment? Mais c'est ici, ça s'est révélé à toi, en fait. Je pense que je l'avais en moi, mais c'était endormi en Afrique. Ok.
En Afrique, on appelle ça arrogance. Ici, j'appelle ça compétition. Voilà. En Afrique, je ne me laissais pas faire. Je voulais toujours parler. Je voulais toujours dire ce que je voulais. Ça, c'est un très bon point. Hein? Ici, c'est se renverser en compétition. Pour dire, écoute, ils sont pas mieux que moi. Je vais leur montrer que je peux les dépasser. I want to be the first. I want to be the first. Voilà. Donc, je veux dire, ici, c'est transmis ou bien c'est translate en compétition et tout. Ouais. Ok. Donc, tu vendais des assurances aux gens. Ouais. Aujourd'hui, tu es real estate agent. So, comment tu es arrivé à faire cette transition-là aussi? Je ne sais pas comment est-ce que tu as pu passer de ça à ça et avec les chiffres qu'on voit, quand même, il faut donner du respect, quoi. Oui. Alors, je suis agent d'assurance, right? Donc, je travaille, je compétis avec les blancs et je deviens numéro 1 de la compagnie. Ma vidéo est sur le website. On dit mon nom, bien sûr. number one of c'est already proved. Okay. Donc, j'arrive et comme j'atteins mon objectif, tout le monde dit, un jour, je vais vous dépasser vous tous. Quand j'arrive à le faire, 4 mois après, ça devient de la routine. Donc, pour moi, je me dis, OK, quel est le next step? OK. Tu vois, parce que assurance, c'est bon, ça donne l'argent. Je gagnais au moins $20 000 par mois environ. Ah bon? Mais j'avais pas de vie. Tu travailles du lundi au samedi. Tu travailles dur. Tu travailles du lundi au samedi. Attends, si je comprends bien, c'est-à-dire, at least par mois, avec vendre les assurances, tu gagnais minimum $20 000, mais tu n'avais pas de vie. Non, j'avais pas de vie. Je gagnais beaucoup d'argent. Je gagnais un average entre 18 000 et 25 000 chaque mois. Par mois? Par mois. Environ 6 000 à 7 000 $ par semaine. Par semaine? Life insurance is crazy. En vendant des assurances. Oui, en fait, je sais ce que tu dis parce que j'ai aussi une amie qui est dans ça et elle me parle de ça. Donc, je comprends un peu. Donc, en fait, je répète ça pour que les gens comprennent en fait le challenge qu'il y a derrière tout ce qui est là en fait. Parce que quand on entend les chiffres, on ne sait pas le sacrifice qu'il y a derrière. Oui, c'est-à-dire que tu dois appeler des leads. Tu prends ton téléphone, tu appelles des leads every single day. They're gonna hang on you, they're gonna say no. Tu dois les rencontrer dans leur maison, tu vas chez eux et tu leur vends le produit. Et tu dois prendre. Et attention, c'est très difficile à vendre, surtout pour les Africains. Mais moi, je l'ai fait, donc tout le monde peut le faire. Tu dois prendre les Social Security Number, tu dois prendre les Driver License, tu dois prendre les Banking Information pour soumettre l'application. Je ne te coupe pas, hein. Excuse-moi. Pourquoi est-ce que tu dis que c'est difficile de vendre aux Africains, en fait, qui sont aux États-Unis ici? Non, je dis que c'est difficile pour les Africains de le faire. Ah, pour les Africains? Oui, pour les Africains, parce que ici au Texas, moi j'ai eu des gros problèmes au niveau de la discrimination et tout. Mais je pense que c'est plus l'ignorance des clients. Quand ils me voyaient, ils se disaient, tu n'es pas un scam, tu vas prendre mes informations, tu vas me pirater et tout. Donc c'était plus ça. Ok, donc en fait, si je comprends bien, l'image qu'ils avaient, je vais dire, de toi, c'est genre un scam, c'est-à-dire un arnaqueur en fait. Est-ce que tu vas prendre mes informations pour aller utiliser pour faire autre chose avec? Oui, il y avait ça. Donc j'aurais pu gagner 40 000, 50 000 $ si j'étais peut-être un Américain. Ok. Alright. Oui, c'est vraiment ça heurte, hein, sans te mentir, ça heurte qu'on se retrouve dans cette situation-là. Vu mon niveau de performance de vente et comment j'ai master ce game, how to sell, how to talk to people. Si j'étais un Américain, je voulais 40 000 minimum. Par mois. Voilà. Mais ça fait partie, moi, comme je dis, ça fait partie du game. Ça fait partie du game. Voilà, tu peux, tu seras toujours le underdog. Tu seras toujours la personne qui va toujours travailler plus. Tu seras toujours la personne qui sera sous-estimée. Tu seras toujours la personne qui sera discriminée. Mais ça n'empêche pas de performer. Que tu réussisses. Je performe et puis ça a été super. Donc, pour revenir maintenant à l'histoire, j'ai fini l'assurance. Je dis, bon, ok, j'ai fait ce que je dois faire. What is next? Donc, j'ai pas de vie. Je dis, il me faut quelque chose où j'aurai l'argent avec le freedom. Et petite correction, je ne suis pas un real estate agent. Je ne suis pas. Oh, ok. Voilà. Ok. My bad. Ok, investor. Donc, profite et explique-nous en fait ce que tu fais alors. Voilà. Alors, dans le métier de real estate, il y a deux grands métiers. Il y a l'argent et il y a l'investisseur. L'argent, il doit passer une license. Il doit être licensed to the state. Il doit travailler under a brokerage. Il doit travailler en bas d'un broker. Et il représente un acheteur ou un vendeur dans une transaction immobilière. Et puis, il fait un argent. C'est pas ce que moi, il fait. Moi, je suis real estate investor.
how to find the deal, how to invest in real estate, comment investir en real estate, comment trouver des deals, comment flip des contrats, comment commencer en real estate avec zéro money. OK. Voilà, donc c'est vraiment ce que je fais. Et c'est pour ça que j'ai créé la compagnie PCL University, où on a déjà plus de 17 students. Oui, on va revenir à ça, parce que j'ai des questions par rapport à ça aussi. Oui. On va revenir à ça, oui. Voilà. Donc, dis-moi. c'est ce que je fais. Donc, la transition, elle s'est faite parce que real estate était tout dans ma tête. Je savais que c'est quelque chose que je pensais, parce que quand tu rentres dans sales, je me suis, comme tu vois, à mon esprit compétition, j'ai dit, mais c'est qui les plus grands sales de ce pays? Et j'ai vu que tous ceux qui performaient à high level, c'était les gars de real estate. OK. Donc, je me suis dit, si je quitte l'assurance, mon next move, c'est real estate. Je le savais déjà. Donc, quand j'ai performé en assurance, j'ai dit, OK, allez, time for real estate now. Tu bouges. Voilà. Donc, c'était. Est-ce que ce métier-là, c'est pas violent? Parce que de la manière dont tu parles là, est-ce que quelqu'un qui n'est pas aussi, parce que je sais que tu es quelqu'un qui fonce en fait. Est-ce que quelqu'un qui peut-être, je vais peut-être prendre mon exemple. Moi, je suis un peu, en réserve. Est-ce que quelqu'un comme moi peut rentrer dans ça en fait? Parce que quand tu es dans ce game-là, tu es obligé d'être à fond, toujours à fond. Tu réfléchis pas par deux fois quoi. Est-ce que c'est pas un boulot qui est un peu violent? Je dirais que je vais peut-être aller à la source des choses. What is the target? C'est-à-dire que quel est ton objectif? Objectif, yeah. Quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Je pense que si tu veux devenir un grand real estate investor, un grand investisseur dans l'immobilier aux États-Unis ici, tu feras tout ce qu'il faut pour le faire. Absolument, yeah. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas de... Tu veux gagner $1 million, il n'y a pas de easy way. Il n'y a pas quelque chose qui est facile. Si c'était facile, tout le monde le ferait. C'est ça. Donc, quand on dit violent, je comprends pas. C'est-à-dire que tu veux ou tu veux pas. Si tu veux pas, laisse tomber, c'est tout. Mais il y a des gens qui l'ont fait, je l'ai fait, les Blancs l'ont fait, les Américains le font. Il y a 29 millions de millionnaires dans ce pays-là. Voilà. Tu veux devenir millionnaire ou pas? Ouais, c'est ça le truc. Voilà. Donc, comment caractériser le métier, s'il est violent ou pas? Moi, je pense pas qu'il est violent. Personnellement, moi, je pense que c'est le easiest job of the world. Oui, je pense que c'est super facile. Voilà. Okay. Peut-être que c'est parce que je viens de sales, parce que je viens d'un esprit compétiteur, mais pour moi, c'est super facile. Donc, si tu es peut-être réservé ou tu es peut-être timide, attends de travailler en toi pour faire sortir ça. Peut-être que tu es pas sortir ça. Voilà, peut-être que tu es décidé à faire autre chose. Mais il faut voir que il faut reconnaître que tous tes actes auront une conséquence. Si tu décides de rester taille, you cannot do real estate, you cannot probably make money. So, tu vois, au moins tu es aware of that. OK. Je vois. Et dis-moi, qu'est-ce qui est compliqué, qu'est-ce qui est difficile dans ce que tu fais en fait? En tant que real investor, qu'est-ce qui est difficile dans ça? C'est une très bonne question. C'est difficile. The big question, je sais. Je me poser la question parce que pour moi mon obstacle, c'est-à-dire que ma vision, c'est juste le sommet de la montagne. Et quand j'arrive au sommet de la montagne, je recherche encore un autre sommet. Donc, je vois pas ça comme une difficulté. Je vois ça comme part of the game. Je sais pas si tu comprends. Je vois ça comme, ce sont les étapes. C'est pas quelque chose de difficile. C'est comme ça il faut pour arriver à où tu veux aller. Tu vois? Donc, moi, je vois ça comme, c'est comme par exemple un sportif qui va aller aux Jeux Olympiques, il doit se préparer pendant 3-4 ans. Il travaille, il pousse son corps à toutes les limites. Est-ce que c'est difficile? Oui. Est-ce qu'il va appeler ça difficile? Non. Maintenant, pour descendre, pour juste maintenant me mettre au niveau de, OK, la personne lambda, OK, qui n'est pas dans l'immobilier, je veux dire, les skills que tu vas avoir, que tu dois développer, c'est négociation skill et puis confidence. OK. Si tu sais comment négocier et que tu as une grande confiance en toi, tu peux crush. Donc, savoir négocier, c'est un atout dans ce domaine-là, en fait. Absolument. OK. Absolument. All right. Et dis-moi, avec tout ce que tu sais aujourd'hui, si tu devais recommencer à zéro, tu vas commencer par quoi? Sell day one. Explique-nous, Sell Day One. Explique-nous un peu, s'il te plaît. Explique. Première chose. OK. Je n'ai jamais vu une personne qui est riche dans ce pays-là qui ne vend pas quelque chose. C'est ça. De Warren Buffett à Elon Musk, à Amazon, à mon gars Grant Cardone. They all sell something. Ils vendent quelque chose, en fait. You need to sell something. Something. Dans ce pays, si tu veux devenir riche, you need to sell something.
OK. Là, il y a l'exception. Ceux qui ont fait Harvard, qui sont directeurs de banque, at the end of the day, they don't sell it, but it's 1% of the population. La plupart des millionnaires sont en sales. Sinon, OK. si tu sais comment vendre, tu ne vas jamais chômer dans ce pays-là. Et puis, tu peux gagner 2 fois, 3 fois plus que quelqu'un qui travaille dans un bureau. Pourquoi? Parce que quand tu sais comment vendre, tu peux aller travailler pour n'importe qui. Tu peux vendre voiture, assurance, n'importe quoi tu peux vendre et gagner des crazy commissions. Si tu sais aussi vendre, tu peux toi-même créer ta propre compagnie comme PCA University here et puis sell your own product. Excuse-moi, j'ai une question pour toi. Vas-y. En fait, c'est un peu personnel, mais quelle est la plus grosse commission que tu aies eue dans ton métier jusqu'à aujourd'hui? Quelle est la plus grosse commission? La plus grosse commission que j'ai eue on one time. One time. $425,000. Combien? $425,000. $425,000. One time. En un coup. J'ai gagné, quand tu combines en année, j'ai gagné 10% en année. Mais oui, bien sûr. Quand on voit ton net worth aujourd'hui, quand on voit ta fortune aujourd'hui, quand même, il faut respecter, hein. Donc, en un coup, 400 et quelques $1,000 en one time. 425,000 pour être précis. C'est partout. Tu vas sur oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, real estate a changé ma vie. Et j'encourage tout le monde de rentrer dans l'immobilier aux États-Unis. De rentrer, ça. C'est la folie. Ça peut changer ta vie en un clic. But it's not overtime success. C'est-à-dire que pour pouvoir s'asseoir à la table et puis close un deal de 4 et puis gagner $425,000. Mais tu dois travailler. C'est un skill set. C'est une journey. Et tu dois vraiment arriver à ce niveau-là. Ouais. Oui, OK. Et dis-moi, est-ce qu'on peut devenir real estate investor avec un capital pas énorme? Genre, si j'ai un petit capital, est-ce que je veux commencer? Ou bien il y a au moins le minimum qu'il faut avoir? Alors, il y a les gens, comment je dis ça à tout le monde? Je dis que l'information que tu as actuellement détermine où tu es. Si tu gagnes $1,000 par mois ou $5,000 par mois, c'est parce que tu as une information qui t'a envoyé là. Bien sûr. 20,000 à $30,000, tu as besoin de new information. OK. Tu n'as pas besoin d'argent pour rentrer dans l'immobilier aux États-Unis. C'est un big statement. But you don't need money. Et puis, je vais citer. Non, mais attends. Tu n'as pas besoin d'argent pour rentrer dans le real estate in United States. C'est ce que tu es en train de dire. Oui. You don't need money. Tu n'as pas besoin d'argent. C'est pas seulement l'argent. Tu n'as pas besoin de green card. Tu n'as pas besoin de green card. You don't need any of these. Oui. Attends. On va aller pas à pas pour que je puisse aussi assimiler parce que c'est une grosse info. Tu n'as pas besoin d'argent pour entrer dans ce business. Tu n'as pas besoin de green card pour entrer dans ce business. Explique-nous alors. Laisse-moi finir de citer. OK, vas-y. Tu n'as pas besoin de LLC. Tu n'as pas besoin de credit score. Your credit score doesn't matter. Even right now, me, I don't know my credit score. I don't even know. OK. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin aussi je sais pas. T'as pas besoin d'éducation. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour ça. OK? Tu as besoin de l'information. Il y a beaucoup de choses que les gens ne connaissent pas dans ce pays-là. Dans l'immobilier, pour rentrer dans l'immobilier. Et c'est pour ça que comme je dis, on a déjà 17 students. Il y a eux tous, aucun n'a de l'argent. Eux tous sont rentrés avec zéro money. Tout ce qu'ils ont payé pour les frais du mentorship. C'est tout. Mais à part ça, tu n'as pas besoin d'argent pour rentrer dans l'immobilier aux États-Unis parce qu'il y a des stratégies et des méthodes qu'on appelle wholesaling, fix and flip, creative financing. Je pensais à revenir sur ce truc-là, sur le wholesaling là. On va revenir sur ça parce que j'en ai entendu parler et je me suis dit, je vais te poser cette question-là. Bien sûr. OK. Donc, il y a différentes méthodes pour, de toute façon, dans l'immobilier, il y a deux méthodes. Il y a deux manières de rentrer. Soit tu rentres avec zéro money, comme moi, je l'ai fait. Ou soit tu rentres avec du capital, tu deviens investisseur automatiquement. Mais tu as besoin de maîtriser le game. Comment trouver le deal? Comment trouver que c'est un bon deal? Comment make money on the deal? Comment trouver la banque? Comment trouver le loan? To all of this, you need to understand this game. Mais pour rentrer, pour trouver un deal aux États-Unis, tu n'as pas besoin d'argent. Pour trouver le deal aux États-Unis, tu as besoin de trouver le deal et savoir comment négocier pour take the deal down. Avoir l'information, en fait. C'est un peu comme le podcast que j'ai fait la dernière fois. Ce qui revenait
le plus grand du temps, c'était avoir l'information. Ici aux États-Unis, quand tu as l'information, c'est que tu as tout ce qui va avec, quoi. Tu n'as pas besoin de courir de gauche à droite, en fait. Oui, je dirais que l'information fait 80%, mais il y a un 20% qui est important. Dis-nous, c'est quoi ces 20% là? C'est quoi ces 20%? Dis-nous. Avoir un mentorship. Somebody is going to coach you, going to show you the game. Tu peux avoir l'information. Par exemple, on dit, je peux faire une démonstration de A à Z, comment rentrer dans l'immobilier avec zéro argent. Mais tu as besoin de quelqu'un qui va te supporter, te shadow. Te montrer le chemin, en fait. Le chemin step by step. Donc, l'information, mais tu as besoin d'avoir un mentor. Ok. Alright. Donc, vraiment. En fait, c'est ce qui me choque, tu vois, ce silence, c'est ce qui me choque, ça. Tu n'as pas besoin de papier. Je suis pas en train de dire aux gens, n'est pas papier. Mais il y a des gens qui pensent que, parce que tu as les papiers, tu as donné aux États-Unis, c'est faux. Ou bien? L'argent et puis les papiers, c'est deux choses différentes. Tu peux gagner 1 million dans ce pays-là sans papier. Tu don't even need it. Tu as besoin de trouver la bonne information. Et moi, l'information que j'ai actuellement, c'est seulement l'information de l'immobilier. Mais je suis sûr qu'il y en a d'autres, il y a d'autres informations qu'on ne sait pas. Peut-être dans le pétrole, peut-être il y a une manière de rentrer dans le pétrole sans argent. Une manière de rentrer peut-être dans... Il y a tellement, mais moi je connais l'immobilier parce que c'est ce que je me suis... C'est ce que tu fais en fait. Mais je suis sûr qu'il y a d'autres informations. Voilà. Ok. Alright, ok, dis-nous. Et l'article de Fox News là, ça m'a vraiment fait truc à l'article là. Ça s'est passé comment? Ils sont venus, ils t'ont contacté, je sais pas, ils sont rentrés en contact pour savoir comment est-ce que tu es arrivé à faire ça. Parce que j'ai vu ils ont titré le migrant qui, en partant de l'apprentissage de l'anglais, a je sais pas, un net worth, une gestion de plus de 14 millions de dollars. Je sais pas. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette anecdote là? Oui, en fait, tout vient de mes connexions. Ok. Je veux dire, et c'est le conseil que je donne à tout le monde, pay the price to sit on the table. Quand il dit pay the price to sit on the table, c'est-à-dire paye le prix pour pouvoir t'asseoir à la table, en fait. À la table des personnes. Et payer le prix, c'est pas l'argent. Payer le prix, c'est non, oui, bien sûr. Être dans l'industrie. Être dans le game. Prendre les risques. Ça va t'envoyer toujours avec la bonne personne, avec la bonne connexion. Tu vois? Donc, quand je devais lancer, d'abord, pour rappeler l'histoire, je suis, et sans doute, le seul Ivoirien venant de la Côte d'Ivoire qui est real estate coach aux États-Unis. Il n'y en a pas deux. Bien sûr. Okay. J'en viens. J'ai une question pour toi, Isa. J'en viens, je sais. L'année passée, je me disais, mes amis ici, il y avait Thanksgiving chez moi à la maison, je leur ai demandé, mais qui est l'Ivoirien qui est dans l'immobilier? Il dit, bon, il n'y a pas. Il dit, mais qui est l'Ivoirien qui performe? On dit, il n'y a pas. Il dit, bon, ok, moi, j'ai sorti, je vais commencer à mettre les vidéos. Donc, je commence à mettre les vidéos sur YouTube, et si tu vas sur ma page, tu vas voir que j'ai commencé vraiment actif en janvier de cette année. Janvier, je mets les vidéos chaque semaine, je commence à éduquer les gens sur vous laisser et à partir de mars, je dis, bon, que je vais lancer mon université. Voilà. Pas seulement pour les Africains ni pour les Ivoiriens, mais pour tous les gens qui sont aux États-Unis, parce que je pense que les gens n'ont pas l'information. Et avant de lancer mon produit, je discute avec des big players qui sont dans l'industrie et tout. Et je leur dis, je vais lancer mon université et tout. Et ils me disent, mais comment tu vas faire? Tu as une marketing stratégie? On peut te connecter avec les médias. Ta story is crazy. Que si je leur parle de ça, ils vont directement te mettre en première. En première. Je dis, tu es sûr? Yeah. Il dit quoi, c'est la télé et tout. Je vais parler à la télé. Il dit, non, on va commencer. Il peut commencer avec un article juste pour faire la promotion marketing. On va faire ça plus. Et donc, il n'y a pas de problème. Donc, il donne mon numéro à la dame de force. Et un matin, 3 semaines plus tard, je reçois un appel. Donc, elle me dit qu'elle a eu mon truc, mon nom et mon numéro par l'intermédiaire de temps. Et que elle m'a dit, oh, tell me your story. Donc, je me concentre. C'est-à-dire que c'est la première fois. Bien sûr, on parle de Fox News, là. On parle de Fox News. J'explique mon histoire et tout. Et à la fin, elle a dit, on va te publier. C'est exceptionnel ce que tu as fait. C'est amazing. Et puis maintenant, tu veux inspirer une nouvelle génération. On te publie. Elle m'a donné l'adresse. Elle dit, passe au studio pour qu'on puisse record ton truc et tout. Donc voilà. Donc, j'arrive là-bas. Je réexplique ma story. Ils ont juste coupé parce que c'était un article. Voilà. Donc, ils ont coupé les plus grandes parties. Puis, ils m'ont publié. Et je vais sûrement passer à la télé sûrement l'année prochaine parce qu'elle la première m'a dit, si tu performes, si tu closes des grands deals, j'aurai aucun problème à t'envoyer sur la chaîne nationale.
Voilà. Bien sûr. Quand j'ai lu, je suis retourné lire l'article depuis le temps. Je t'ai dit non, il y a longtemps. Donc, j'ai relu l'article point par point pour comprendre, en fait. Parce que ça m'a un peu fait tilt, quoi. Il dit, ah, Oui. ça, c'est un profil. C'est comme on disait la dernière fois, là. Il faut quand même mettre ces profils-là devant pour comprendre que, parce que, bon, j'ai tendance à croire nous, les Africains, on est cantonnés à de petits boulots, tu vois, de gauche à droite, mais on peut faire plus, en fait. Si Oh, on se met dans la peau, on peut faire plus, en fait. Ou bien? on peut même les dépasser. On peut même les dépasser. Mais La rage qu'on a là, mais je vais pas te mentir, la rage qu'on a là, ça peut casser beaucoup de choses, hein. Oui, je veux dire, ça revient encore. Je vais pas être cliché pour parler de mindset et tout, mais je pense que, comme j'ai dit là, ça revient, et je le dis après que tout le monde, ça revient à ton target. Ok. Demande à tous ceux qui sont immigrants et qui viennent aux États-Unis, si tu connais plein, demande-leur aujourd'hui, c'est quoi ton target? Aucun ne te diront Ils n'en ont pas, ouais. Moi, je dis le target d'être financier. Aucun ne te diront $1 million. Aucun ne te diront $10 millions. Aucun ne te diront un target financier. Il faut que le target soit big enough. Quand tu viens aux États-Unis, c'est comme moi je suis venu dire, il faut que je sois stockbroker. Okay. Quand j'ai raté, je suis rentré dans l'assurance, il dit, il faut que ce soit numéro 1 de l'assurance, de la compagnie entière. C'est pas raisonnable. Quand je suis rentré dans l'immobilier, je dis, il faut que je gagne $1 million dans l'immobilier. Et c'est des trucs que j'ai fait. Tu comprends? Et le problème, c'est parce que le target est sur, look at my target now. Yeah. Yeah. Tu vois ça? I'm saying, yeah. Mon target, je vais payer un jet. Est-ce que je sais comment je vais le faire? Non. Mais You don't know. je sais comment je vais faire pour gagner $1 million aussi. Tu vois? Il faut que le target soit big. Tu as ça en vision, en fait. Je vais payer un jet. Je connais le prix, c'est déjà 10 millions. Je sais combien il me faut. Je sais combien la maintenance, c'est $500 000 à $700 000 par année en maintenance. Il me faut 10 millions et puis avoir $700 000 par année pour payer un jet. Comment je vais le faire? Je sais pas. J'ai aucune. Souvent, mais je suis couché et dis, are you sure? How can I do this? How can I do that? I don't even know. Yeah. I want to do it. I don't know how I'm going to do it, but every day. I will do it. Voilà, c'est tout. C'est simple. Ouais. C'est aussi simple que ça. All right. Alors, là où tu vis, là où tu es aujourd'hui, tu es dans le Texas. Le Texas fait partie des 20 states, parmi les 20 États les plus riches des États-Unis. Est-ce que tu arrives facilement à closer des clients ou bien est-ce que tu te challenges au jour le jour? Et est-ce qu'il t'est arrivé déjà de tomber sur des Africains, par exemple, qui veulent se lancer dans ce truc-là? Ok. Première chose. Comment l'expliquer? Dans tous les deals que je close. Ok. Et dans tous les deals où je suis actuellement en train de travailler, 0 Africain. Je suis le seul Africain dans le deal. Je crois, c'est-à-dire que, parce que quand on close un deal, il y a la chaîne, il y a l'acheteur, il y a le vendeur, il y a moi qui suis l'intermédiaire de toute façon dedans. Souvent, je me situe aussi dans le cadre du buyer. Il y a la banque, il y a les priseurs, il y a everybody, au moins plus de 14 personnes involved dans la chaîne. 0 Africain dans la chaîne de closing deal. Je n'ai jamais croisé un Africain dans le deal. Ça, c'est numéro 1. Okay. Numéro 2, mon activité, real estate is all about closing deal. J'ai eu la chance de rentrer dans les gros deals rapidement. Donc, moi, j'ai 1 à 2 deals to close chaque année. Ça me fait l'année largement. Souvent, un seul deal me close mon année. Donc, c'est plus une histoire de networking et de maintenir les relations avec des personnes. Tu vois? Et il y a beaucoup, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de riches aux États-Unis. Et aux États-Unis, au Texas ici. Plein, ils sont pleins, ils sont multimillionnaires. Et quand je dis millionnaires en assets et en liquide, les deux. C'est-à-dire ils ont l'argent, l'argent prêt à sortir là, tout de suite là. Estimation. Ils ont l'argent en liquide. Et puis ils ont l'argent en assets, les deux. Donc, c'est des personnes que je fréquente et j'ai fréquenté, je continue de fréquenter au jour le jour et j'ai en fréquenté plein dans l'avenir. Il faut que, c'est une activité, je vais pas dire fermée, mais c'est une activité qui requiert certaines, c'est pas day-to-day activity. C'est pas quelque chose qu'on travaille matin, on se lève matin pour aller au travail, le soir tu reviens. Non. Ouais. Je sais pas si tu comprends. Non, bien sûr, je comprends. C'est vraiment une activité qui donne le temps, qui donne aussi de l'argent, mais ça vient après avoir close multiple deals. Tu scales. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu te performes au fur et à mesure que tu avances. Okay.
sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, bien sûr, tu as répondu à la question. Maintenant, revenons sur le wholesaling. Ah, Est-ce yeah. que, yeah, est-ce que tu peux nous parler un peu du wholesaling là? Et quelqu'un qui dit, bon, ok, tout ce que tu es en train de dire là, tout de suite, c'est trop pour moi. Je vais commencer, je vais aller étape par étape. Tu conseilles le wholesaling ou bien tu conseilles directement de rentrer dans investor, like, real estate investor? Ok. D'abord, première chose, si quelqu'un pense qu'il est venu aux États-Unis pour faire baby step, je vais choquer, mais il n'a rien à faire ici. Il retourne en Afrique. Qu'est-ce que tu mets dans baby step? Tu vois, explique-moi. Il retourne en Afrique parce que baby step, c'est quoi? C'est-à-dire que si tu es venu ici pour dire non, je vais faire doucement, doucement, je vais trouver d'abord un petit boulot, après ça, je vais test the water, je vais faire, je n'ai pas de target de 1 million, c'est trop grand pour moi, c'est pas ça. Si tu es venu, si tu penses comme ça, je pense que ces personnes qui pensent comme ça n'ont rien à faire ici parce qu'ils missent les opportunités. Ok. C'est-à-dire, il rate les opportunités, en fait. Il rate les opportunités. Ici, c'est un pays d'opportunités. Il y a l'argent à devoir à se faire. Il faut juste trouver le système, rentrer dans un système. Ok. Je sais pas si tu me suis. Oui, bien sûr. Rentrer dans l'immobilier, moi, ce que je le conseille, rentre avec zéro plein de billes. Si tu veux genre ça passe ou ça casse, en fait. Ça passe ou ça casse. Parce que ça peut changer ta vie. Ok. Ça va te donner more than everything, like more than ce que tu peux, tu as même expect toute ta vie. Je sais pas si tu me suis. Donc, oui, bien sûr. L'immobilier avec un plan A et seulement un plan A. C'est la seule manière pour toi pour succéder. Parce que je dis autour à tout le monde, l'immobilier est simple, mais c'est pas easy. Il y a une différence entre simple et facile. Et facile. C'est simple, parce qu'il y a un path. Je vais te montrer le path, je vais te montrer la route, les steps pour faire do that, tu vas succéder. Tu rentres by wholesaling, tu close deal, tu network, tu do that, tu vas close les grands deals. Mais c'est pas easy parce que c'est une journey. Tu vois? Pour revenir maintenant à ta question sur le wholesaling. Le wholesaling est une stratégie de l'immobilier, ok? Comme beaucoup d'autres stratégies, c'est pas la seule, mais c'est l'une des stratégies qui permet de rentrer sans risque et sans capital. Voilà. Dans l'immobilier, il y a deux manières de gagner l'argent. Soit tu achètes et tu revends, ou bien tu achètes et puis tu cash flow, tu fais des profits de cash flow, ou bien tu fais des transacting de l'immobilier. C'est-à-dire que transacting l'immobilier peut répondre à différents critères. Par exemple, le wholesaling. Le wholesaling, c'est d'acheter une maison sans argent et de vendre la maison sans être propriétaire de la maison. Et ça passe par quoi? Ça passe par un contrat? Ça passe par quoi? Brièvement. C'est-à-dire que tu te retrouves en face de quelqu'un qui veut vendre sa maison. Tu lui dis que tu veux payer. Tu as zéro money, tu n'as rien. 200 000 $ par exemple, vous négociez. C'est pour ça que la négociation est très importante. Vous décidez d'un prix. Vous écrivez un contrat qui dit que moi, l'acheteur, toi, le vendeur, je vais payer ta maison à 200 000 $. Mais aux États-Unis, on paye la maison à closing. Tu ne payes pas la maison aujourd'hui, tu vas payer la maison à closing. C'est-à-dire que tu vas payer la maison 20 days, 30 days from now. 30 jours, 20 jours à partir d'aujourd'hui. Et durant cette période-là, tu vas aller vendre ce contrat-là à une autre personne. À quelqu'un d'autre. Yeah. Voilà. You're going to sell your right to somebody else. Now, tu peux maintenant gagner autant d'argent que tu veux en fonction de comment tu vas négocier et puis comment tu vas négocier. Il faut que les gens comprennent, tu ne vends pas la maison, tu vends le contrat. Le contrat, en fait. En fait, tu as le contrat donne contrôle de la maison. Le seller, il est bind. C'est-à-dire que le seller, il est lié à toi. Il ne peut plus vendre la maison à quelqu'un d'autre. C'est une personne qui a tous les rights, tous les droits sur la maison. Et ce contrat-là, tu vas le vendre à quelqu'un d'autre qui, mais, quoi on appelle ça? Bonne information. Tu trouves la première personne premier. Tu trouves la personne qui va acheter premier. C'est ce que j'enseigne dans mes classes. Tu trouves l'investisseur premier et puis ensuite, maintenant, tu vas chercher le deal et puis tu flippes le contrat à la personne. C'est wholesaling. Yeah. Maintenant, je vais enchaîner avec la question qui me vient tout de suite à la tête. Tu as une université qui forme des gens. Pourquoi est-ce que tu as décidé de créer une université pour former les gens dans ce domaine-là, avec tous les secrets que tu as là? Est-ce que c'est pas mieux pour toi de garder ça pour faire ton argent et puis tu évolues dans ton coin, quoi? Pourquoi est-ce que tu as décidé de créer cette université-là, par exemple? Je dirais, j'ai créé cette université encore le target. Tu vois que je parle de target, ça revient. Je veux faire un event de 2000 personnes.
Yeah. Je vais être le premier Ivoirien à faire remplir une salle de 2000 personnes où le average price ticket sera $900. Parce que c'est pas remplir la salle qui est important. C'est Non, remplir la salle. c'est-à-dire, non, c'est-à-dire, tu veux organiser, tu veux organiser un événement, ok, où le ticket d'entrée, le prix d'entrée serait de $900 en fait. Non, mais bien sûr, parce que nous, on est en train de préparer déjà un événement pour le sommet 2026, donc c'est clair que tu vas faire partie des invités. Je balance en même temps l'information comme ça, mais ce que tu es en train de dire, c'est lourd, $900 comme ticket d'entrée. Oui, parce que le prix de ticket détermine la qualité de personnes dans la salle. Ok. Si tu fais $2000 multiplié par 900 personnes, ça fait 2 millions. C'est-à-dire que c'est ça, non, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire que la salle vaut 2 millions. C'est ça. La qualité des personnes qui seront dans la salle. Et je te promets, quelqu'un qui paye $900, il paye more attention. C'est-à-dire qu'il est mieux, il vient avec un bic, avec une feuille. Il s'assoit, il écoute, il respecte les speakers. Il met son téléphone sur silent parce qu'il a investi son argent. Mais celui qui va payer $100, il va venir en retard, il va pas payer attention, il va discuter avec le speaker, il va poser des questions inutiles. Ils vont pas prendre personne. The more you pay attention. Yeah, of course. Tu as mis ton argent, tu sais comment tu as galéré à trouver ton argent, mais tu ne vas pas être distrait par autre chose, quoi. Voilà. Et puis, the more people buy higher price, the more they respect you. Ok. Alright. Et pourquoi est-ce que tu as décidé, transmettre ce savoir-là? Tu aurais pu garder ça pour toi. Donc, voilà. Donc, merci. Pour revenir à ma question, sinon après, j'étais perdu. Donc, c'est l'événement qui est mon target. Donc, avant de commencer l'événement, il faut que je sois connu. Bien sûr. L'une des manières pour moi d'être connu, c'est par l'éducation. Ok. Donc, je crée cette université. J'ai dit que là, c'est dans la forme, ok? Je crée l'université. Je veux inspirer des gens aussi. Je veux montrer à des personnes, je veux montrer que, ok, c'est possible. Et mon objectif, c'est que mes meilleurs étudiants soient en stage sur l'événement. Okay. Tu vois que c'est lié. Ils pourront aussi donner des témoignages, en fait, si je comprends. Ok. Plutôt que si j'entrais dans l'université de Paul, ça marchait pour moi et voilà ce que j'ai make. Parce que moi, je pense que l'effort doit être public. Si tu peux pas me montrer ce que tu as gagné, c'est même pas la peine de me parler. Tu vois, c'est clair. C'est vraiment clair. Tu veux voir ce que tu as gagné. Tu dis que tu es entrepreneur. Tu dis que tu gagnes de l'argent. Show me. Ok. Voilà. All right. Mais la preuve, quand tu prends un footballeur, quand il gagne son trophée, il montre. Bien sûr. Quand il va aux Jeux Olympiques, Usain Bolt, il roule en Jamaïque avec ses 3 médailles d'or sur le cou. C'est ça. Messi, il a gagné le ballon d'or. Il a pris les 7 ballons d'or, il s'est couché avec. C'est ça. Il a montré. Yeah. Un entrepreneur, son ballon d'or, sa médaille d'or, c'est son argent. C'est son argent. No way. C'est son argent, en fait. Comment on juge un entrepreneur? C'est pas son succès. C'est ça. Donc, un entrepreneur, si un entrepreneur peut pas me montrer son argent, c'est qu'il n'a pas, soit il ne gagne pas l'argent, c'est parce qu'il est fake. C'est tout. Il est fake, yeah. Voilà, il y a pas de demi-mesure, quoi. Tu as fait, tu nous montres, tu es entrepreneur, j'ai gagné telle chose, tu nous montres, avec ce qui va avec. Yeah. Show me. Show me No scam, no line, tu montres. Show me the game. Show me how much. Yeah. Do not show me the car. Faut pas montrer ta maison ou ta voiture. Show me the money that you made. Ok. Et dis-moi, le coaching avec toi, ça coûte combien? Tes élèves, ils payent combien? L'université, ça coûte combien? Oui, je sais que tu n'as pas peur des chiffres, donc tu vas. Je sais. Vas-y, dis-nous. Je dirais que les premiers étudiants ont été loqués. Je ne sais pas si c'est le bon français ou pas, mais les premiers étudiants ont eu la chance. Yeah. Parce que les cours ont commencé à $1,300. Ok. Donc, les 4-5 personnes qui sont rentrées au début, ils ont bénéficié. Après, j'ai augmenté le prix à $2,000. Maintenant, le prix fixe, il est de $6,000. $6,000 pour ton université. Pour mon université. Tu veux rentrer dans l'immobilier aux États-Unis, tu dois investir. C'est pas un prix. First, c'est pas un cost, un investment. Two, the tax deductible, you don't lose it. Tu peux déduire ça against the tax. Soit tu es payé, soit tu n'es pas. Voilà, c'est tout. Et puis, number 3, you don't lose it. Tu keep for life. Yeah. Ok, je veux revenir sur un truc. Tes premiers étudiants, ils sont à quel niveau aujourd'hui? 3 ont trouvé des deals. Ok. J'ai commencé le 1er juin. On est en quoi? J'ai 90 jours. Nous sommes en septembre. En septembre. 3 étudiants ont déjà trouvé des deals. Ils ont déjà mis des deals sous contrat.
C'est-à-dire qu'ils avaient zéro argent. Ils ont négocié un prix qui n'avait pas l'argent dans les poches. Ils ont signé le contrat et now ils try maintenant to exit. Qu'on appelle exit, try to make money now. Donc, c'est si je comprends bien, c'est-à-dire qu'on a des milliardaires dans quelques mois, des millionnaires dans quelques mois qui viennent déjà grâce à toi. Bon, je dirais que leur premier deal, au début, on start small. Donc, ton premier deal, tu peux expect to make 20K, $20,000. Non, oui, mais même si, avec cette lancée-là, je pense que d'ici quelques mois, l'année prochaine, on peut quand même, si on arrive à closer, on peut quand même espérer ce genre de choses-là. Oui, c'est-à-dire que quelqu'un qui va close un deal dans les mois prochains, qui continue, après il faut continuer, qui continue. Oui, bien sûr. Oui, je pense qu'il peut atteindre le million de dollars d'ici 2 ans. Easy. Okay. S'il follow all the steps, il suit les stratégies et il est vraiment, parce que moi je suis vraiment ouvert. Je dis reach out to me, talk to me, ask me questions. Je suis comme le fleuve, je tout à ton tour. Donc je serai là pour les aider, quoi. Voilà. La dernière fois, tu as dit que tu voulais être le meilleur des coachs dans ton domaine. Tu as le secret pour ça? Tu veux être le on top? Ou bien c'est toujours l'affaire du challenge, l'affaire du... Dis-nous, tu as le secret pour ça? J'ai pas le secret, mais je me suis déjà fixé le target, c'est 2000 étudiants. Ok. Je pense que s'il y a 2000 étudiants, même si je suis pas le meilleur, je serai parmi. Et 2000 $10,000, hein? C'est pas 2000 $. Oui, en fait, je sais très bien, je sais, 2000 payant $6,000. Oh, ben oui, bien sûr. Ça allume un truc, quoi. C'est l'impression que, bon, je vais pas dire les Africains parce que 90% de mes étudiants sont africains. Il y a même un Nigérien qui a sign up, il a payé $5,000 déjà. Okay. Il a payé la semaine passée, il y a un qui est de Rwanda qui a payé $5,000 aussi. Les Africains payent. Je pense que quand tu tombes sur le bon Africain qui voit la value de ce que tu fais, ils sont prêts à payer. Mais j'ai l'impression que toi, les $6,000 non, pas forcément moi, en fait, pas forcément moi, mais tu sais, il y a des gens qui suivent les vidéos, il y a des gens qui se posent des questions, et avec ce qui se passe aujourd'hui, bon, sortir $6,000 comme ça pour dire, ok, je veux aller dans ce domaine-ci. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, tout le monde, on cherche tous la sécurité, tu vois. Quand tu me dis $6,000 comme ça, bon, ok, ça fait tic dans ma tête, mais ah ouais, les gars, est-ce que vous êtes prêts à sortir cet argent-là? Est-ce que vous êtes prêts à payer ce prix, en fait? C'est ce qui vient dans ma tête, en fait. C'est pour ça, je suis un peu truc là, quoi. Je sais pas si tu comprends. Mais je vais répondre à ces personnes qui sont sceptiques et tout. Si tu ne peux pas investir $6,000 dans quelque chose, you don't deserve to be a millionaire. Tu ne mérites pas de gagner de l'argent dans ce pays-là. Si tu n'es pas capable, moi-même, j'ai investi, je me rappelle quand je suis rentré dans l'immobilier en 2020, en 2019, j'ai payé $5,600. Moi-même, le coach, j'ai payé $5,600. J'ai dépensé mon argent dans conférences, dans education, dans des livres. Même pour lancer mon business, j'ai dépensé tellement d'argent. Si tu ne dépenses pas money, tu don't deserve to make money. Yeah, you need to spend money to make money, right? You need to spend money to make money. Tu as besoin de... Si maintenant quelqu'un vient dans mon programme et dit franchement, dit Paul, je veux vraiment succéder, je suis prêt, mais je n'ai pas les $6,000. Je suis tellement flexible. Tant que la personne a le commitment, a la dedication, il dit ok, tu as combien? Il me dit ah j'ai $3,000. Il dit bon ok, rentre. Et après on voit le reste. Mais ça c'est pour des personnes qui vont me montrer ils n'ont pas de plan B. C'est leur plan A. Real estate doit changer leur vie. Ils sont venus pour survive, like, they come to survive, yeah. Ils sont venus pour survivre, en fait. Ils ont la rage, en fait. Si je ne vois pas ça en toi. Sans pas ça, ouais. Non, tu dois payer les $6,000 pour entrer dans le mastermind. Ok. Donc, c'est clair pour tout le monde maintenant. Hein. Tu dois payer le prix pour ce que tu veux, en fait. Oui. That's it. Mais let's do the math. Attends, let's do the math. OK? Le programme, quand quelqu'un rentre, je dis 6 mois. OK? On divise $6,000 divisé par 6 mois, divisé par 30 jours. $33 par jour. $33. Tu investis $33 par jour. Par jour. Pendant 6 mois. Pour avoir l'information qui peut te rendre millionnaire. Et tu dis que c'est trop? Stay broke. Yeah. Ouais. Quand on fait le calcul comme ça change tout, hein. Quand on fait le calcul. Maintenant, dis-moi, à part les gens qui sont venus pour, quelqu'un qui, par exemple, il n'a pas les $6,000 et quelqu'un qui est prêt à donner tout
malgré qu'il n'a pas les $6,000. Est-ce que tu as des paiement plans dans ton programme? Est-ce que je peux dire, OK, je viens dans ton programme, mais je prends l'engagement ou bien je fais ci de payer peut-être $1,000 chaque semaine, $1,000 chaque mois. Ben, est-ce que tu as un paiement plan pour ça? Oui, on a deux paiement plans. Ça pourrait aider, en fait. Oui, il y a un paiement plan où les gens, la majorité le font, ils payent $2,000 chaque mois, en 3 mois. Je suis open aussi à $1,000 par mois pendant 6 mois. OK. Alright. Donc, pour ceux qui seront intéressés, il y a aussi ces plans-là, en fait. OK. Alright. Donc, l'autre question qui me vient tout de suite, chez toi là-bas à Dallas, tu vis en communauté communauté africaine ou tu es plutôt détaché ou même est-ce que tu essaies de mixer les deux, en fait? Alors, bon, parce que en fait avec le calibre là aujourd'hui, je ne sais pas comment est-ce que tu vois avec certaines mentalités qu'on a dans la communauté, qu'on a prises depuis l'Afrique déjà. Est-ce que tu te méfies? Est-ce que tu es réservé? Ou bien est-ce que tu fais avec? Mais je sais que généralement, les Ivoiriens, c'est les gens ils aiment toujours la joie, la vivacité, ils sont joviales. Mais dis-nous un peu. Je dirais que, je vais commencer par ça. Je n'ai pas de nouveaux amis, j'ai des business partners. OK. Je suis arrivé à un niveau où je ne veux plus de nouveaux amis. OK. J'ai mes amis qui m'ont intégré aux États-Unis, dont je suis vraiment redevable. Des gens de Clama, c'est mes amis. Kevin, Antoine, Yannick, Cédric, c'est mes amis. Des candidats, c'est mes amis. Latif et tout. C'est mes amis. Je ne veux pas de nouveaux amis. OK. Je veux un business partner qui va devenir mon ami. Yeah. Je pense que c'est le best way, right? C'est un. Deux, je me suis fait sans la communauté. Quand j'ai commencé en assurance, je ne suis pas allé vendre mes produits, je ne suis pas allé voir mes frères africains pour qu'ils viennent payer mes produits d'assurance. Pourquoi tu n'es pas allé vers eux? Les États-Unis, c'est le seul pays où tu n'as pas besoin de connaître quelqu'un pour faire une activité. Il n'y a pas aller voir le ministre, il n'y a pas aller voir le papa de ma camarade, il n'y a pas pardon pour payer. Il y a un système, on paye des leads. Il y a un système qui est en place, tu learn le système, you sell. Tu comprends? Donc, je me suis fait prendre la communauté, j'ai pas eu besoin de quelqu'un. J'ai appelé certains de mes amis pour dire paye assurance, mais c'était vraiment, je ne dépendais pas de ça. Alors, en fait, il y a un truc qui est venu tout de suite dans ma tête, là. Oui? Vas-y. Oui, et dans l'immobilier, pareil, je suis resté dans l'immobilier. Quand j'ai commencé par wholesale, j'ai pas besoin des Africains. Les maisons, c'est les maisons des Américains, j'ai pas été négocier, j'ai appris le skill, j'ai lu mes books, j'ai payé des mentorships. Je me suis construit sans la communauté. Est-ce que je suis prêt à give back to the community? Yes. OK? Mais je ne suis pas, je dis que j'ai mes amis ivoiriens, j'ai mes amis africains, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, mais je ne vais pas dans les communautés, je ne vais pas, je ne participe pas à leur event, non. Je ne suis pas membre d'une association, non. OK. Non, parce que je sais pas, pour que moi je puisse rentrer dans une association, il faut que first, que tu aies ton intérêt. Tu as ton intérêt, en fait. Non. Il faut que même le président de l'association soit un modèle. OK. Le président de l'association, que tout le monde va écouter, tout le monde, celui qui va lead le groupe. Et selon toi, être un modèle, c'est quoi? Ici, au sein d'une président d'une association, être un modèle, c'est quoi? Reçu financièrement. Qu'on appelle ça, l'objectif de tous les immigrants qui ont quitté leur pays, c'est un lendemain meilleur. Sinon, ils n'allaient pas quitter, quoi. La chose la plus importante pour un immigrant, c'est gagner l'argent. Il n'y a pas mieux que ça. Tu peux venir dire non, autre chose, j'ai fui la politique, non, mais si tu es ici, c'est pour gagner de l'argent. Donc, si moi je dois rentrer dans une association, il faut que le président ait l'argent. C'est ça. C'est tout. Sinon, pourquoi j'ai rentré dans l'association? Pourquoi je suis un leader qui n'est même pas un exemple pour moi, qui n'est même pas une inspiration pour moi? Il faut que quand les gens, les jeunes qui rentrent dans l'association rentrent, il faut qu'ils voient le leader avec les yeux scintillants. Il faut que la journey du président. Que ça plaise, en fait. Voilà, que ça inspire. Parce que, je te promets, le problème des Africains ici, c'est parce qu'on n'a pas d'exemple. Ou bien. Tout ce que j'ai aujourd'hui, je l'ai tiré parce que j'ai vu quelqu'un l'a fait. Okay. Mon mentor l'a fait. Mon jury, il l'a fait, je peux le faire aussi. Et au fait, c'est ma prochaine question. En fait, qu'est-ce qui constitue aujourd'hui un handicap pour les Africains ici? Qu'est-ce qui constitue pour leur réussite financière, en fait? Parce qu'il y a plusieurs choses, mais selon toi, qu'est-ce qui constitue l'handicap? Le gros handicap, en fait? Ils ne savent pas où ils sont.
Ils ne savent pas. C'est comme par exemple, tu es dans un marigot, mais tu ne sais pas qu'il y a la mer. C'est ça. Tu es un drapeau, tu es dans le marigot. Ok. Le marigot, c'est la vie. Si tu vois la lagune, tu vas perdre ton mind. Mais si tu vois l'océan, tu vas dire, mais attends, l'océan a 2 pas de moi et puis ils sont comme du marigot. Ils ne savent pas où ils sont. Je te promets, ils ne savent pas comment ils sont ici. Ils ne réalisent pas encore. Ils ne réalisent pas les opportunités. C'est pour ça qu'ils ne dream pas big. Mais il y a la preuve. Comment je dis que j'ai payé un jet? C'est inimaginable. Mais c'est parce que j'ai vu quelqu'un. C'est parce que je sais que c'est possible. Ici, tu n'as pas besoin de connaître quelqu'un pour rêver comme ça. C'est le seul pays qui te permet de dream big. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour devenir quelqu'un dans USA. C'est le seul pays qui... Les Africains ne dream pas big. Peut-être parce qu'ils n'ont pas d'exemple. Peut-être parce qu'ils ont des limitations. Je n'ai pas fait le diagnostic de chacun. Je ne sais pas, moi, comme je dis, je ne suis pas dans la communauté, je ne sais pas qui est riche, qui est pauvre. Mais je dis, c'est bon que par étude, on est peut-être l'une des communautés les plus pauvres en termes de... Non, mais... les Indiens, les tout et tout. Clairement. L'une des raisons que je peux donner, c'est parce qu'on ne dream pas big. On n'a pas aussi d'exemple. On se met des limitations. On se contente du peu. On ne prend pas des risques. Est-ce que ça ne vient pas de là où on vient, de ce qu'on nous enseigne depuis qu'on était enfant? Est-ce que ça ne vient pas aussi de là? Ah, c'est difficile de... Moi, je suis un gars de responsabilité. Arrêtons de blâmer les autres. Ok. Donc, on dit qu'une personne change chaque 10 ans. C'est ce qui paraît. La manière de penser quand tu as 20 ans, c'est différent de quand tu as 30 ans. C'est quand tu as Bien sûr. Ouais. Même dans le même pays. À plus forte raison, un autre pays qui va venir t'influencer, tu dois penser différemment. Moi, je ne pensais pas comme ça quand j'étais en Côte d'Ivoire. Ce qui a été aujourd'hui, je suis intégré, mais je ne suis pas assimilé. Parce que l'intégration est économique, l'assimilation est culturelle. Je ne m'assimile pas aux Américains. C'est-à-dire que je ne m'habille pas comme eux, je ne me pas comme eux, je ne parle pas comme eux, je ne rappe pas le rap, je n'écoute pas le rap. Je ne suis pas assimilé à la culture américaine. Je suis intégré business mindset. Ma tête, c'est l'argent only. Ça, c'est vraiment, ça, je les ai pris des Américains. Mais donc, j'ai pris quelque chose d'ici. Donc, on peut me dire non que parce que on était en Afrique, on pensait comme ça. Quand on vient ici, on va penser toujours comme ça. Il faut être responsable de ses choix. Il faut être responsable il faut changer le disque, en fait. Il faut arrêter de penser comme un Africain. Il faut penser comme un Américain. Parce que, encore, je répète, parce que tu es venu ici pour gagner de l'argent. Ceux qui sont ici, là, comme ils gagnent de l'argent, fais pareil. C'est tout. Pense pareil. Sinon, tu n'allais pas quitter chez toi, laisser ta famille pour venir ici, en fait. Pour venir ici. Et puis même si tu quittes ta famille et tu viens ici, et puis tu convertis le dollar en CFA, et tu te rends compte que tu gagnes 2 millions de CFA, 3 millions de CFA par mois, c'est si ridicule. Parce que c'est comme si, mais c'est la vérité, c'est comme si on t'a non, oui, je voulais te poser cette question-là. Parce que ici, quand on est là, quand on fait $500, quand on fait $1000, quand on convertit, on va $500 et $1000, ça fait 600 000, ça fait 500 000. On est aux anges, en fait. Est-ce que c'est la bonne manière de faire ça? Bon, je pense que... Faut varier. Je le répète encore, on ne sait pas où on est. La seule manière pour laquelle tu peux convertir tes $3000, mais tes $4000 en CFA, c'est parce que tu penses que les $4000, $5000 sont beaucoup ici. C'est ça. Si tu as $4000, $5000, tu es broke. C'est ça. You don't have a living. Even if you make 10K a month, tu es still broke. Tu penses que tu as l'argent, mais tu n'as pas. Do the math. If you spend... Je demande ça à tous ceux qui viennent dans mes calls pour sont intéressés au cours. Je leur dis, can you survive 6 months from now without any money coming in? C'est-à-dire qu'actuellement, on te coupe tous tes incomes. Peux-tu vivre pendant même 3 mois, mais 4 mois? Si la réponse est non, c'est que tu es still broke. Même si tu as $10,000 sur toi. Sur ton compte. Même si tu as une voiture, même si tu as une maison, it doesn't matter. Si tu passes suivi 6 mois, sans argent comme une ligne, tu es still broke. Donc, ceux qui convertissent les $4000, les $5000 en CFA et puis ils disent qu'ils ont l'argent, bon, je sais pas quoi dire, mais c'est une histoire de mentalité. C'est une histoire de... je cherche pas à trouver les excuses et tout, mais non, bien sûr. Mais en même temps, écoute, quelqu'un qui peut-être avait du mal à s'en sortir en Afrique, il vient ici, quand il commence à voir ces sommes-là,
Bon, tu t'imagines que ça va changer, ça va dire, ah, mais là, je gagne quand même, hein. Parce que lui, je vais dire, la boussole qu'il a, c'est toujours l'Afrique, en fait. Tu vois? Parce que quand on est en Afrique, quelqu'un qui gagne 500 000, 700 000, 1 million même par mois. Ok. Ici, tu viens, tu te démènes comme tu veux. Par semaine, tu peux te faire même le million. Quand lui fait le calcul, ça fait tic dans sa tête, en fait. Il ne sait pas que je peux gagner plus. Je peux faire plus. Je peux devenir multimillionnaire comme toi, en dollars, ici aux États-Unis. Donc, moi, je me dis, c'est pas forcément de leur faute. Je sais pas si tu vois un peu ce que je dis. I don't know. Peut-être le système. Les pauvres ont toujours des excuses. Ils ne mettent jamais sur eux. Ils ne disent jamais. C'est comme moi, par exemple, je gère mes compagnies. À chaque fois qu'il y a une mauvaise décision, je mets tout sur moi. Je ne dis jamais c'est l'employé, je ne dis jamais c'est le système. Ouais. Je mets tout sur moi. Ça, ouais. J'ai appris cette leçon-là aussi. Il faut pas blâmer. C'est toujours, c'est ça. C'est toujours moi. C'est moi peut-être qui ai pick the wrong team. C'est moi qui ai pick the wrong deal. C'est moi qui ai pick the wrong student. C'est moi qui ai été trop négligent. C'est moi. Arrêtons de blâmer les autres. Oh, c'est le système, c'est le pays. On pensait pas comme ça. Ici, il n'y a pas d'exemple. C'est nous, mais notre faute. Parce qu'il y a des personnes comme toi, africains comme toi. Exemple, moi, exemple, celui que tu as interviewé, qui font d'autres choses. Qui step out, qui think outside the box. Donc, si toi, tu ne penses pas que c'est ta faute, arrête de dire que non, c'est les parents, c'est les trucs comme ça. Ça, après, si tu veux, on peut parler d'envoyer l'argent au pays et tout, ça, c'est pas un problème, mais il n'y a pas de problème à avoir une boussole au pays. C'est ton pays. Tu vas toujours rester africain, tu seras toujours considéré comme un africain. Bien sûr. Ici, tu es en mission. C'est ça. Ici, tu es en mission. Après, pour aller ta famille. On revient à ça. Voilà. Tu es en mission. Tu es en mission, en fait. Il faut comprendre ça comme ça. Il faut comprendre ça. Alors, j'ai une dernière question pour toi avant qu'on ne fait ce truc-là. Quel conseil est-ce que tu peux donner à quelqu'un, un jeune Africain qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat aujourd'hui aux États-Unis? Quel conseil est-ce que tu peux lui donner? Oh là là, ok. So, le conseil que je pourrais donner... Dis-moi, oui. Quelqu'un qui a tout laissé derrière lui pour venir ici, en fait. Je suis pragmatique. Tu viens aux États-Unis ici. Sache que c'est le pays où tout est possible. Quand je dis tout est possible. Tu peux gagner, tu peux devenir millionnaire en dollars. Et je pense que même avoir un target de million, 1 million, c'est petit. Je pense que tu dois te fixer un target de moins 100 millions. Mais toi, tu as mis un jet privé, là. Donc, pourquoi pas? Non, mais, ouais. Donc, c'est un peu ça. Ça, c'est dans la forme, ok? Think big. Ça, il y a des livres pour ça, tout le monde le dit everywhere. Dans le fond, j'allais dans le fond pragmatique. Tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat. Have a target first. Pourquoi tu veux l'entrepreneuriat? Il faut avoir un objectif. Un objectif précis. 1. 2. Get attention for this objectif. Comment, par exemple, tu veux ouvrir un restaurant. Je veux ouvrir un restaurant pour avoir un restaurant dans chaque ville et puis être le plus grand restaurant africain de tout Dallas, par exemple. 2. How to get attention. Comment les gens vont savoir que Fatou, Serge, Paul, Joel, Joe a un restaurant. Ça, c'est la pratique. 2. Comment maintenant convertir ces personnes qui sont intéressées, qui ont raise their hand, hey, je suis intéressé à manger dans ton restaurant. Comment les amener à ton restaurant? Comment les vendre? Comment répéter? C'est le skill, c'est le circuit d'entrepreneuriat qu'elle a. Tu vois? Après, c'est que par industrie, ça peut changer. Mais c'est de façon générale, c'est ça. Target, get attention, get the lead, sell and repeat. Si tu n'as pas compris ce système d'entrepreneuriat, ça sera difficile pour toi de percer. Aussi, fais-toi former. J'ai ouvert souvent une autre branche au niveau de sell et marketing parce que je suis un expert là-dedans. J'ai ouvert aussi un département. J'ai ouvert un autre département parce que là, actuellement, c'est l'immobilier. J'ai ouvert un département de comment vendre un business, comment créer, vendre, comment être un broker au niveau de business aussi. Et puis, j'ai créé aussi un département au niveau de sales marketing. Comment quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, comment il doit commencer, comment trouver le prix et tout. Voilà. Ok. All right. Ok. Dis-moi, ton coaching, tes cours, c'est juste pour Dallas ou bien c'est pour tout le monde en fait aux États-Unis ici. Mais c'est juste pour ceux qui sont Donc il faut répéter. C'est partout aux États-Unis. États-Unis, Canada aussi. Canada partie anglaise, je peux vous mettre un. États-Unis, Canada. États-Unis, Canada. Je ne fais pas. Non.
Ok, tu n'es pas juste limité à Dallas. Non. Ok. Mes étudiants, j'ai l'étudiant d'Atlanta, j'ai l'étudiant de New Jersey, j'ai l'étudiant de Washington, j'ai l'étudiant de Oregon, j'ai l'étudiant de Maryland, j'ai l'étudiant everywhere. Ok. Voilà. Alright, ça c'est une très 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 bonne information et vraiment je te remercie d'avoir partagé ton expérience avec nous. Certainement qu'on va faire d'autres émissions parce qu'on a beaucoup à apprendre. Nous, Oui. on veut tous réussir, on veut tous devenir multimillionnaires comme toi parce que quelque part aussi c'est une admiration. En tout cas à titre personnel, c'est une admiration pour moi, tu vois. Donc je te remercie pour ta disponibilité. On est déjà à la fin du podcast et puis je remercie tous ceux qui nous ont suivis. Et si tu as quelque chose à dire, vas-y, c'est le moment. Hein. Non, mais je pense que les gens doivent croire en eux. Croire en eux. Prends-moi comme exemple. Paul l'a fait. Paul a un accent. Paul, je parle vite. Souvent même, les gens ne me comprennent pas. Mais je l'ai fait quand même. C'est pour dire qu'il faut croire en toi. Work on yourself. Invest in yourself. And you're gonna succeed. Yeah. All right. OK. Et vraiment, qu'est-ce que tu mets sur la table aujourd'hui pour dire bon, ok, nous les Africains, on peut le faire. Comment est-ce que tu penses qu'on peut le faire? C'est en travaillant ensemble ou bien comment est-ce que tu le target. Target. Tu as dit ça tout au long. Tu as dit ça près de 3 à 4 fois déjà. Hein? Sans target, je ne serais pas où je suis. Ok. Objectif. Et je te promets que dans 10 ans, quand je vais payer ce jet-là, on va se rappeler de ça. Non, bien sûr. Il a dit qu'il sait pas comment le faire, mais il l'a fait. Okay. C'est la chose la plus importante. Tu viens ici aux États-Unis, dis que tu veux être millionnaire. Ne pense pas à $3,000, $4,000, ne pense pas. Tu peux le faire comme moi je le faisais. Le dropshipping, le truc, le delivery. Mais quand tu es dans ta voiture, tu fais delivery, ne te dis pas que tu es à la bonne place. Dis-toi que tu es en retard, qu'il faut que tu quittes là le plus rapidement possible parce qu'il y a le million que tu veux gagner. Voilà. Ok. All right, Paul. Vraiment, merci beaucoup pour toutes ces informations-là. Merci. Certainement, on va se voir après pour d'autres choses encore. Et je dis à ceux qui nous suivent, c'est vraiment un bon exemple qu'on pourrait copier et adapter à nos situations. Et on se dit à la prochaine.